Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Les âmes mortes de Nicolas Gogol et nous en étions toujours à la première partie, toujours au chapitre 6 et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. En ville, y pensez-vous ? Comment abandonner ma maison ? Tous mes gens sont ou voleurs ou fripons. En une journée, ils me la videront si bien qu'il n'y restera plus un clou à pendre mon cafetan. Mais vous avez bien quelqu'un de connaissance ? Non. Toutes mes connaissances sont mortes, ou je les ai perdues de vue. Ah si, pardon, monsieur, où avais-je l'esprit ? S'écria-t-il soudain. Il m'en reste une, le président en personne. Il venait souvent me voir autrefois. Nous sommes des camarades d'enfance. Il fut un temps où nous escaladions les murs ensemble. Voilà ce qui appelle une connaissance. Si je lui écrivais ? Excellente idée. Ah oui, c'est une vieille connaissance. Notre amitié date de l'école. Sur ce visage de bois glissa soudain un rayon de chaleur, un pâle reflet de sentiment. Il advient parfois qu'un noyé remonte à la surface de l'eau, arrachant un cri de joie à la foule qui assiège la rive. Mais en vain, les frères et les sœurs jettent une corde dans l'espoir de voir réapparaître le dos et les bras du malheureux, épuisé par la lutte. Rien ne bouge plus, et l'océan, rentré dans le silence, se fait encore plus effrayant et plus désert. Ainsi, le visage de Pliouchkine, après cette velléité d'animation, redevient plus plat et plus insensible. J'avais sur mon bureau un carré de papier blanc. Dieu sait ce qu'il est devenu. Vous voyez, si je puis me fier à mes canailles de gens. Il promena ses regards sur le bureau, puis par-dessus, fouilla partout, s'écria enfin « Mavra et Mavra ». À cet appel accourut une femme portant une assiette où reposait le fameux morceau de brioche. Et le dialogue suivant s'engagea. « Où as-tu fourré mon papier, brigande ?»« Quel papier, monsieur ? Parole d'honneur, je n'en ai vu aucun d'autre que le morceau dont vous recouvrez votre verre. Et moi, je vois à tes yeux que tu me l'as escamoté. Pourquoi faire ? Je ne sais ni lire ni écrire. Tu mens. Tu l'as porté au fils du sacristain. Il est sans cesse à griffonner. Et s'il a besoin de papier, il sait où en trouver. Il se moque bien de vos chiffons. Attends un peu. Au jour du jugement, tu feras connaissance avec la fourche des démons. Tu verras comme ils te grilleront. Pourquoi, grand Dieu, puisque je suis innocente ? Je n'ai pas touché à votre papier. Je puis avoir des faiblesses, mais jamais on ne m'a reproché le moindre vol. Tu verras comme ils t'en donneront. Coquine, diront-ils, tu trompais ton maître, attrape, et les fourches entreront en danse. Et moi, je leur dirai, pourquoi, grand Dieu, pourquoi je n'ai rien pris ? Mais tenez, le voilà, votre papier sur le bureau, vous grondez toujours le monde à tort. Pliouchkine reconnut en effet son papier, mâchonna et finit par dire, la voilà partie. Quel caquet bon bec. On lui dit un mot, elle vous en rend 10. Au lieu de chanter pouille, apporte-moi plutôt du feu pour cacheter ma lettre. Un instant. Tu vas bien sûr me donner une chandelle, sans t'aviser que le suif ne consume en pure perte. Non, apporte-moi plutôt un oribus. Mavra partit. Pliouchkine s'assit dans un fauteuil, prit une plume, retourna dans tous les sens le carré de papier. Finalement convaincu qu'il n'en pouvait rogner le moindre bout, il trempa la plume dans un encrier qui contenait un liquide moisi, avec force mouche au fond, et commença à tracer des lettres semblables à des notes de musique. Il retenait à chaque instant sa main prête à s'emballer, collait parcimonieusement une ligne sur l'autre et regrettait les espaces blancs qu'il lui fallait malgré tout laisser. Et quoi ? Un homme peut ainsi se ravaler ? Devenir si mesquin, si vilain, si ladre ? Est-ce vraisemblable ? Tout est vraisemblable. La nature humaine est capable de tout. L'impétueux jeune homme, aujourd'hui, reculait d'horreur à la vue du vieillard, qu'il sera un jour. Quand, au sortir des années charmantes de la jeunesse, vous vous engagez dans le chemin ardu de la mûre, emportez pour viatique vos premiers mouvements d'humanité, autrement, vous ne les retrouverez plus. La vieillesse vous menace, l'implacable vieillesse
qui ne laisse rien reprendre de ce qu'on l'a une fois abandonné. La tombe est plus clémente, on y peut lire « Si gît un homme », tandis qu'on ne déchiffre rien sur les traits sombres et glacés de l'inhumaine vieillesse. « N'auriez-vous pas un ami ?» reprit Pliouchkine en pliant la lettre, qui eut besoin d'âme en fuite. « En posséderiez-vous » s'exclama Tchitchikov, tiré de ses réflexions. « Hélas oui, mon gendre a procédé à une enquête. Il prétend que leur trace est perdue. Mais ce militaire s'entend mieux à faire sonner ses éperons qu'à solliciter les juges. Et combien y en a-t-il en tout ? 70 environ. Pas possible, parole d'honneur. Ces fainéants ne savent que baffrer et moi, je crève de faim. Aussi, tous les ans, quelques-uns de ces goinfres prennent-ils la fuite. J'accepterais ce qu'on m'en offrirait. Conseillez donc à votre ami de les acheter. Qu'il en retrouve seulement une dizaine, voyez la belle affaire. Chaque âme recensée vaut dans les 500 roubles. Non, nous ne laisserons flairer l'affaire à personne, se dit Tchitchikov. Il déclara aussitôt qu'aucun ami ne voudrait traiter pareil marché. Les frais seraient trop élevés et plutôt que d'aborder les grippeminots, mieux valait se sauver en leur abandonnant les basques de son habit. Cependant, puisque Pliouchkine était à ce point gêné, il consentait par compassion à lui acheter les fugitifs, mais n'en pouvait offrir qu'une bagatelle. « Mais encore, combien ?» interrogea Pliouchkine, transformé en vrai juif. Ses mains tremblotaient comme du mercure. 25 kopecks par âme. Argent comptant ? Argent comptant. Seulement, mon bon monsieur, prenez ma misère en pitié. Donnez-moi au moins 40 kopecks. Vénérable vieillard, je ne vous en donnerai pas seulement 40 kopecks, mais bien volontiers 500 roubles, tant je suis navrée de voir un brave homme, victime de son bon cœur. C'est vrai, approuva Pliouchkine en hochant avec componction sa tête baissée. Tout vient de mon bon cœur. Vous voyez, j'ai tout de suite compris votre caractère. Je disais donc que je vous donnerais volontiers 500 roubles par âme. Malheureusement, ma fortune ne me le permet pas. Mais j'ajouterai 5 kopecks, ce qui fera 30 kopecks par âme. Ah, mon bon monsieur, ajoutez-en 2 encore. Soit pour vous faire plaisir. Combien avez-vous de fugitifs ? Vous parlez, je crois, de 70 ? 78 en tout. 78 à 32 kopecks par âme, cela fait... Après une seconde exactement de réflexion, notre héros, très fort en arithmétique, reprit « Cela fait 24 roubles, 96 kopecks. » Il fit signer un reçu à Pliouchkine et lui remit aussitôt l'argent que l'autre saisit à deux mains et s'en alla déposer sur le bureau, aussi précautionneusement que si, portant un liquide, il eût craint à chaque instant de le répandre. Arrivé au bureau, il compta encore une fois les billets et les enferma, tout aussi précautionneusement, dans l'un des tiroirs destinés à leur servir de tombeau jusqu'au jour où le père Carpe et le père Polycarpe, les 2 prêtres de la paroisse, l'enterreraient lui-même à l'indicible joie de son gendre, de sa fille, et peut-être aussi du capitaine qui se disait son parent. L'argent enfoui, Pliouchkine retomba dans son fauteuil et ne parut plus pouvoir trouver matière à conversation. « Vous voulez déjà partir ?» dit-il enfin en remarquant un geste esquissé par Tchitchikov pour tirer son mouchoir. Cette question rappela à notre héros qu'il n'avait en effet aucune raison de s'attarder davantage. « Oui, il faut que je me remette en route, » fit-il en prenant son chapeau. « Mais le thé ? Si vous voulez bien, ce sera pour une autre fois. Et moi qui ai commandé le samovar. À part les francs, je ne suis pas amateur de thé. C'est une boisson coûteuse et le sucre est devenu inabordable. Prochka. Pas de samovar. Porte le morceau de brioche à Mavra. Dis-lui de le remettre en place. Ou plutôt, non, donne-le-moi. Je l'y remettrai moi-même. Adieu, mon bon monsieur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la lettre au président. C'est une vieille connaissance. Nous avons été élevés ensemble. Ensuite, ce fantoche ratatiné reconduisit son hôte jusqu'au portail, qu'il fit aussitôt soigneusement fermer. Puis il inspecta ses magasins, s'assura que les gardiens, qui s'avertissaient en frappant à coups de pelle un tonneau vide au lieu de l'habituelle plaque de fonte, étaient bien à leur poste.
Il donna un coup d'œil à la cuisine, où, sous prétexte de goûter le dîner, il se bourra de soupe aux choux accompagné de sarrasin. Enfin, après avoir traité tout le monde de fainéants et de vauriens, il se retira dans son appartement. Resté seul, il se prit à rêver au moyen de remercier son hôte d'une magnanimité vraiment sans exemple. « Je lui ferai cadeau de ma montre », décida-t-il. « C'est une belle montre en argent et non en tombac ou en bronze. À vrai dire, elle ne marche pas très bien, mais il la fera réparer. Il est encore jeune. Il a besoin d'une montre pour plaire à sa fiancée. Ou plutôt non, ajouta-t-il. Après quelques instants de réflexion, je la lui lèguerai par testament, pour qu'il garde bons souvenirs de moi après ma mort. » Notre héros n'avait nul besoin de montre pour faire preuve de la plus belle humeur. Une acquisition aussi inattendue valait le plus beau des présents. Tant mort que fugitif, le total dépassait 200 âmes. Certes, en arrivant chez Pliouchkine, il avait tout de suite flairé la bonne affaire, mais il ne se serait jamais attendu à pareille aubaine. Aussi, tout le long du chemin, se montra-t-il d'une gaieté folle. Il siffla, imita le clairon en soufflant dans son poing, entonna une chanson tellement insolite que Séliphane, après y avoir longtemps prêté l'oreille, finit par hocher la tête en disant « Hé hé », comme le maître Égay aujourd'hui. À la nuit tombante, ils arrivèrent aux abords de la ville. La lumière et l'ombre se confondaient. Les objets pouvaient aussi se confondre entre eux. La longue poutre bariolée, qui sert de barrière, avait pris un ton indéterminé. On ne distinguait pas le nez du factionnaire. Ses moustaches lui paraissaient collées au front, bien au-dessus des yeux. De bruyants cahots marquèrent l'arrivée de la britchka sur les pavés. Les réverbères n'étaient pas encore allumés, seules quelques fenêtres commençaient à s'éclairer, tandis que les ruelles et les cul-de-sac servaient de théâtre aux scènes et conversations coutumières à cette heure. Dans toutes les villes où pullulent soldats, voituriers, artisans, et où les créatures portant châles rouges et bottines à même leurs pieds nus, volaient comme des chauves-souris dans les carrefours. Tchitchikov n'y prit pas garde. Non plus qu'à de nombreux fonctionnaires qui tout fluaient, la canne à la main, rentraient sans doute d'une promenade au champ. Par instants, son ouïe percevait des exclamations probablement féminines. « Tu mens, ivrogne. Je ne lui ai jamais rien permis de pareil. » Ou « Ne me touche pas, mal appris. » Viens-t'en au poste, je te ferai voir si j'ai raison. En un mot, les expressions malsonnantes qui effarouchent le rêveur de 20 ans, quand, sans revenant du théâtre, il évoque une nuit espagnole, une délicieuse enfant à guitare et cheveux bouclés, en proie à un divin enchantement. Il plane dans les cieux, converse avec Schiller, quand soudain les fatals propos résonnent à ses oreilles, comme un coup de tonnerre. Il se retrouve sur la terre, et même sur la place au foin, auprès d'un cabaret, en présence du train-train quotidien. Enfin, après un dernier chaos, la britchka s'engouffra comme dans une trappe, sous le porche de l'hôtel, où Petrouchka accueillit Tchitchikov, en l'aidant d'une main à descendre de voiture, tandis que de l'autre, il retenait les pans de son surtout, n'aimant pas à les voir flotter. Le garçon d'auberge accourut également, chandelle en main et serviette à l'épaule. Si le retour de son maître le réjouissait, Petrouchka n'en laissa rien paraître. Tout au plus, en échangeant un coup d'œil avec Séliphane, sa sévère physionomie parut-elle se dérider. « Vous avez fait bon voyage ?» dit le garçon en éclairant l'escalier. « Oui, » dit Tchitchikov, arrivé sur le palier. « Et toi, ça va ?»« Dieu merci, monsieur, » répondit le garçon en inclinant. « Il nous est arrivé hier un militaire, un lieutenant. Il loge au 16. »« Un lieutenant ? Je ne saurais vous dire qui c'est, mais il arrive de Riazan et a de beaux cheveux bais. Et a de beaux chevaux bais. Parfait, parfait. Continue à bien te conduire, » dit Tchitchikov, arrivé à son appartement. En traversant l'antichambre, il crispa sa narine et dit à Petrouchka : « Tu aurais bien pu ouvrir les fenêtres. »« Mais je les ai ouvertes, » répliqua effrontément Petrouchka. Le maître, tout en sachant que le drôle mentait, n'insista pas. Le voyage l'avait harassé.
Il soupa d'un cochon de lait, se déshabilla, se glissa sous la couverture et s'endormit aussitôt d'un profond sommeil. Du merveilleux sommeil, apanage des heureux mortels qui ignorent les puces, les hémorroïdes et l'excès d'intelligence. Chapitre 7. Heureux le voyageur qui, après de longues traites dans le vent, la pluie, la boue, obsédé par le tintement des grelots, les réparations, les continuelles prises de bec avec la racaille des grandes routes, postillon, maréchaux ferrants, maître de poste endormi et tutti quanti, revoit enfin son toit et connaît le réconfort d'un chaleureux accueil. Cris joyeux des gens accourus, lumière en main à sa rencontre, turbulente allée et venue des enfants, doux propos, entremêlés d'ardentes étreintes susceptibles de bannir tout chagrin de la mémoire, heureux le père de famille, mais malheur au célibataire. Heureux l'écrivain, qui fuit les plats caractères dont la trop réelle banalité rebute et accable, pour s'adonner à la peinture des âmes nobles. Honneur de l'humanité, qui dans le tourbillon d'images continuellement changeantes, choisit quelques rares exceptions, qui ne trahit jamais le ton élevé de sa lyre, ne s'abaisse point vers les humbles mortels, et plane loin de la terre, dans la région du sublime. Doublement enviable apparaît son sort magnifique. Il se trouve comme en famille parmi ces êtres d'élite, et les échos de sa gloire retentissent dans tout l'univers. Il flatte et enivre les hommes en leur voilant la réalité, en dissimulant les tares de l'humanité pour n'en faire voir que la grandeur et la beauté. Tous lui battent des mains et font cortège à son char de triomphe. On le proclame grand poète, on affirme qu'il dépasse en génie les autres beaux esprits, comme l'aigle l'emporte sur tous les oiseaux de haut vol. À son nom, les jeunes cœurs tressaillent. Des larmes de sympathie brillent dans tous les yeux. Personne ne l'égale en puissance. Un autre sort attend l'écrivain qui ose remuer l'horrible vase des bassesses où s'enlise notre vie, plongé dans l'abîme des natures froides, mesquines, vulgaires, que nous rencontrons à chaque pas au cours de notre pèlerinage terrestre, parfois si pénible, si amer, et d'un burin impitoyable, met en relief ce que nos yeux indifférents se refusent à voir. Il ne connaîtra pas les applaudissements populaires, les larmes de reconnaissance, les élans d'un enthousiasme unanime. Il ne suscitera nulle passion héroïque dans les cœurs de 16 ans, ne subira pas la fascination de ses propres accents, et n'évitera pas enfin le jugement de ses hypocrites et insensibles contemporains qui traiteront ces chères créations d'écrits méprisables et extravagants, qui lui attribueront les vices de ses héros, lui dénieront tout cœur, toute âme et la flamme divine du talent, car les contemporains se refusent à admettre que les vers destinés à scruter les mouvements d'insectes imperceptibles valent ceux qui permettent d'observer le soleil. Ils nient qu'une grande puissance de pénétration soit nécessaire pour éliminer un tableau emprunté à la vie abjecte et le hausser à la beauté d'un joyau de création. Il nie qu'un puissant éclat de rire vaille un beau mouvement lyrique et qu'un abîme le sépare de la grimace des histrions. Niant tout cela, les détracteurs tourneront en dérision les mérites de l'écrivain méconnu. Nulle voix ne répondra à la sienne. Il demeurera isolé au beau milieu du chemin, austère et sa carrière, amère sa solitude. Quant à moi, je le sais, une puissance supérieure me contraint à cheminer longtemps encore côte à côte avec mes étranges héros, à contempler, à travers un rire apparent et des larmes insoupçonnées, l'infini déroulement de la vie. Le temps est encore lointain où l'inspiration jaillira à flots plus redoutables de mon cerveau en proie à la verve sacrée, où les hommes, tremblants d'émoi, pressentiront les majestueux grondements d'autres discours. En route, déridons notre front, plongeons-nous dans la vie, son fracas, ses grelots, et voyons ce que fait Tchitchikov. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.